Donc, on va commencer quand même par vous rappeler qu'est-ce que le blended learning. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on va vous présenter, Rémi va vous présenter du coup cette notion. Tout à fait. Bon, alors c'est un petit rappel. Je pense que tout le monde entre vous connaît la notion de blended learning. Alors voilà, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, le blended, c'est un mode d'apprentissage qui est vraiment particulier de ce qu'on a l'habitude de proposer, en tout cas alors déjà dans un monde scolaire d'une part, et puis aussi dans le milieu de la formation professionnelle. C'est une approche mixte, donc une nouvelle approche pédagogique qui va combiner deux modalités d'apprentissage. Une en présentiel avec un formateur, c'est du face-à-face, tel qu'on a l'habitude de le faire, mais c'est aussi une formation qui est à distance. Alors, cette notion de distanciel, ça peut être aussi du face-à-face, mais à distance. Un formateur devant une webcam, des apprenants devant une webcam vont pouvoir suivre donc un contenu de formation. Mais ça peut être aussi à distance, en autonomie. Et c'est là où on va parler de notion de synchrone. Alors pour moi, le synchrone, c'est le présentiel et la visio, puisqu'on est synchronisé avec un formateur. On est donc en face à face. Et l'asynchrone, c'est de disposer de contenus, la plupart du temps digitalisés, bien sûr, en utilisant des outils numériques. Et par contre, l'apprenant va être en présence d'un contenu, de multiples contenus pédagogiques, mais il va travailler en autonomie dessus. Voilà. C'est donc, alors dans le vocabulaire qu'on utilise généralement, on appelle ça un apprentissage mixte. On emploie le terme de blended learning, mais on peut aussi entendre le mot de formation hybride. Voilà, en tout cas dans le verbatim, c'est comme ça qu'on le présente. Ah, les anglicismes. On va continuer un petit peu maintenant avec les intérêts et les avantages de proposer du blended learning. Alors Rémi, dis-nous, pourquoi proposer du blended learning ? Bon, je ne vais pas dévoiler un secret de polichinelle. Je pense qu'on l'a tous vécu pendant la crise sanitaire. On a vu déjà les organismes de formation ont dû s'adapter très rapidement lorsqu'il y avait des actions de formation et qui étaient bien sûr probablement en présentiel. On a été confinés. Donc, je pense que bon nombre d'entre vous ont testé la visio, ont dû s'adapter très rapidement sans forcément maîtriser les tenants, les aboutissants et les conséquences de ce que peut être d'animer un cours en visio. Donc ça, la plupart du temps, les centres de formation ont eu et puis les formateurs ont eu des difficultés justement à s'adapter, ont subi cette situation et limite la rejettent maintenant, ce qui est fortement dommage parce que pourquoi proposer le blended learning? On voit qu'on est dans un mode de formation qui est en cours de transformation. Alors, il est en cours de transformation tout simplement parce que les apprenants disposent d'une technologie beaucoup plus facilement, des webcams, des PC portables. Peut-être que certains habitent dans des zones reculées et se disent, tiens, pourquoi ne pas suivre une formation à distance, du coup en présentiel mais en visio, donc en synchrone mais visio. Et puis, on a pu constater globalement une forte demande d'auto-formation. Quand je parle d'auto-formation, c'est de l'asynchrone et c'est de disposer de contenus pédagogiques pour se former sur des parcours qui sont qualifiants, certifiants ou non, puisqu'on a vu fleurir bon nombre de formations très diverses et variées sur différentes thématiques. Alors, on est sur un mode de transformation qui change aussi parce que peut-être que certains d'entre vous répondent à des marchés publics, donc par exemple à des actions de formation collective, via France Travail, via des appels d'offres de la région, etc., où on lit dans le cahier des charges, qu'est-ce que vous mettez à disposition comme plateforme, comme contenu en ligne, est-ce que vous avez prévu du blended, donc du mixte, la mixité, et donc les organismes de formation, eux aussi, doivent pouvoir s'adapter et à la demande, j'allais dire, des apprenants, de leurs futurs stagiaires, mais aussi pour répondre à des marchés et des contraintes qui sont liées aux financeurs. Et donc, aux exigences qu'il peut y avoir. Les attentes qui sont modernes, c'est aussi la flexibilité
de ce mode d'apprentissage qui peut être beaucoup plus confortable. Voilà, un centre de formation, il est peut-être loin de chez moi, ça m'évite de prendre la voiture, de faire beaucoup de kilomètres. Voilà, je peux me consacrer beaucoup plus facilement à ma formation en visio ou en asynchrone, donc en autonomie. Ça permet aussi, alors c'est intéressant parce que l'optimisation des coûts, je parlais des coûts de transport par exemple pour l'apprenant, mais c'est valable aussi pour l'organisme de formation parce que ça peut lui libérer éventuellement des salles de formation, ça peut libérer des formateurs qui peuvent faire un accompagnement ou être positionnés sur d'autres types de prestations. Donc ça, c'est un argument qui peut être intéressant. Proposer du blended learning, c'est aussi la possibilité ou l'opportunité pour un centre de formation de diversifier ses formats, ses contenus pédagogiques, venir les enrichir avec des vidéos, des articles, peut-être faire des webinaires. Voilà, moi, en tant que formateur, j'aimais bien de temps en temps rassembler les apprenants et faire des webinaires sur des thématiques, ce qui permettait d'enrichir justement comment dire, les premières approches que j'ai pu avoir en face à face sur un cours ou sur des thématiques de leur formation. Donc, c'était très intéressant aussi. Puis, c'est aussi, au final, je veux dire, une méthode qui permet de favoriser l'inclusion. Voilà, pour des problèmes de mobilité, pour des problèmes parfois d'handicap. Certaines personnes, chez eux, sont handicapées. Ils ont déjà peut-être des bureaux avec des fauteuils. Enfin, voilà, en fonction de leur handicap. Et on sait la diversité, la multiplicité de l'handicap qui ne se voit pas toujours. Voilà, ça permet aussi de profiter d'une formation à son rythme et puis sur des modalités qui sont différentes. Ok, c'est top. Tu as même pris un petit peu d'avance sur ma prochaine question. J'en prends toujours. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à distance, si vous avez des questions à nous poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, on se fera un plaisir d'y répondre. Oui, si vous avez vraiment des interrogations, n'hésitez pas, vous claviotez vos questions. Julie me les donnera en fin de présentation et j'y répondrai. Donc, du coup, comme je disais, tu as pris un petit peu d'avance. On parlait des avantages du blended learning. En quoi, du coup, est-ce que ça permet vraiment d'enrichir l'expérience apprenant? Alors, c'est vrai qu'on raisonne souvent où on se dit que ça permet une flexibilité d'apprentissage bien différente sans avoir les contraintes de mobilité, de déplacement, etc., etc. Donc, les apprenants, ils peuvent suivre une partie de leur cours. Ils peuvent le faire en ligne. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres cours spécifiques en visio, en face à face. Voilà, on synchrone avec un formateur. Ça permet aussi à l'organisme de formation de proposer la personnalisation en fait d'un parcours de formation. Voilà, moi je souhaiterais par exemple suivre une formation. Je suis plutôt à l'aise avec les outils bureautiques. Ces cours-là, je veux bien les suivre en autonomie parce que j'ai besoin d'avoir des révisions. En revanche, des cours un petit peu plus techniques, ceux-là, j'aimerais bien avoir voilà, une approche et un accompagnement avec un formateur en face à face. Du coup, l'offre de formation, elle devient plus diversifiée, plus personnalisée. Donc ça peut être intéressant. Donc la flexibilité, la personnalisation des parcours, les outils numériques vont bien évidemment vous y aider. Puisqu'on est sur de la distance, enfin du distanciel. Donc voilà, vous connaissez les contraintes administratives quant au fonctionnement de votre organisme de formation avec les apprenants, donc sur l'aspect pédagogique, mais aussi sur l'aspect administratif et financier indirectement. Donc, il va falloir mettre en place ou disposer des bons outils pour pouvoir avoir un fonctionnement qui soit fluide. Donc, ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. L'avantage du blended, c'est l'interactivité et l'engagement. Alors, tout va dépendre des personnes qui vont se positionner sur une formation, mais c'est vrai que par retour d'expérience, lorsque j'étais formateur, on voyait des apprenants qui venaient avec plaisir en présentiel pour des cours techniques, mais qui arrivaient à travailler à leur rythme et vraiment de manière pour répondre à leurs besoins en autonomie sur notre plateforme. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était enrichissant pour eux, tout en conservant cette flexibilité en fait de leur apprentissage. Ça permet alors le développement de l'autonomie et des compétences transversales. Alors,
Oui, oui, attention à engager bien sûr une bonne dynamique qui va dans ce sens, mais effectivement, lorsqu'on a un apprenant à distance, eh ben, on va être obligé de travailler avec des outils collaboratifs, des Microsoft Teams, des Google, voilà, toute la suite Google, bureautique, voilà, qui va permettre aussi de centraliser, de partager facilement des contenus, des informations, et puis de manière interactive, hein, de l'apprenant à l'organisme, etc. Le blended learning, alors j'allais dire, ça oblige, non, les formateurs en général sont très créatifs, mais on va les pousser un petit peu plus loin dans leur créativité, justement à chercher à diversifier leur contenu, introduire beaucoup plus régulièrement de la vidéo, par exemple, que ce soit intégré dans un PowerPoint, un Canva, peu importe, un support de présentation, que vous utilisiez des plateformes LMS qui sont très abouties, ou j'allais dire, des micro-plateformes LMS. Je pense à Parcourou, je pense à des outils comme Genially, hein, qui vous permet aussi de combiner un certain nombre de contenus, hein, qui vont permettre de créer un enchaînement, voilà, un déroulé pédagogique sur une séquence, par exemple. Donc cet enrichissement, il peut être intéressant, ce qui peut être complété par des ateliers en présentiel, par exemple, ou en visio. Beaucoup d'outils visio permettent maintenant, hein, je sais que Zoom le fait, Teams, Google Meet, puisque c'est ce que j'avais l'habitude d'utiliser, permet dans une visio avec un certain nombre d'apprenants de venir encapsuler dans des petits groupes de travail, des groupes de 2-3 apprenants, et le formateur peut passer de salle en salle. Donc, en fait, c'est une manière de reconstituer ce que l'on faisait physiquement, mais à distance. Alors, ça nécessite bien sûr un petit temps d'adaptation pour le formateur, de faire preuve de curiosité, d'aller faire joujou avec ces outils numériques. Voilà, il y a pas, les outils sont très fiables, simples à utiliser, donc il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses, ce genre de démarche. Donc, si je résume ces points au niveau des avantages, pour l'apprenant, la flexibilité, une expérience qui est enrichie avec de nouveaux contenus. Une accessibilité qui est accrue. Je peux accéder à des contenus à tout moment pendant mon parcours de formation. Donc là, on est fortement aidé par justement ces contenus qui sont en ligne. Ça permet aussi de développer l'autonomie et de se mettre en situation un petit peu professionnelle. Voilà. De toute façon, tout le monde le sait que lorsqu'on est en formation, et notamment en formation professionnelle, une attitude positive et professionnelle va favoriser un engagement. Donc, il faut que ce soit aussi des contenus qui soient présentés de cette manière-là. Pour les organismes de formation, on est sur une optimisation des ressources. En tout cas, voilà, la pluridisciplinarité, je ne sais pas si c'est très foncé, mais voilà, le formateur, lui, va pouvoir toucher à un petit peu plus de choses, peut-être se focaliser un peu mieux sur un accompagnement, prendre un peu de recul sur un apprentissage, se dire, bah tiens, je pourrais faire preuve de créativité. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a vu, hein, les coûts, l'optimisation des coûts. Ça peut être l'optimisation des salles, du matériel, qui peut être très intéressant pour les organismes de formation. Et puis de mettre en place une nouvelle forme d'efficacité pédagogique. J'ai toujours en arrière-pensée le webinaire que nous avons réalisé ensemble, Julie, sur Calliope. Voilà, parce que là aussi, la qualité de l'apprentissage fait partie de certains critères Calliope. Et donc, ça vous permet aussi d'évoluer positivement dans vos pratiques. Voilà. Ok, super. Alors, dernier avantage, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais peut-être qu'auparavant, vous ne faisiez que du présentiel et voilà, vos coordinateurs ou vos équipes commerciales et pédagogiques refusaient peut-être de faire du distanciel. Voilà, c'est aussi l'opportunité d'enrichir son offre de formation au travers des modalités, hein, sans forcément se diversifier dans d'autres types de formations. Voilà, c'était le point que je voulais ajouter. Très bien, merci Rémi. D'ailleurs, Rémi, tu as parlé du webinaire qu'on a fait ensemble sur Calliope. Vous pouvez le revoir ou le voir si jamais vous avez envie directement sur notre chaîne Webikeo. J'en profite pour l'annoncer. Maintenant, on va passer aux stratégies concrètes pour intégrer le blended learning sans forcément sacrifier la qualité de l'apprentissage. Tout à fait. Alors, j'en ai parlé à demi-mot quand je donnais peut-être des conseils. Voilà. On sait qu'une transformation numérique, et notamment dans un environnement pédagogique, c'est
toujours assez compliqué. Bon, on ne va pas parler des comportements humains, voilà, la zone de confort, je maîtrise, je suis très bon dans mon domaine, je ne vais pas chercher à faire autre chose. Je pense qu'il faut avoir justement un spectre un petit peu différent en se projetant et en disant « et si j'enrichissais mon offre de formation avec d'autres modalités ?» Alors oui, ça va demander à se préparer à ce genre de choses, c'est vraiment très important. Donc, ce qui est important pour vous, les organismes de formation, avant toute chose, c'est, alors peut-être que ça va parler pour certains d'entre vous, je vais faire un SWOT. Alors un SWOT, c'est quoi? C'est le terme anglais, mais en français, c'est mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, mes menaces. Donc, voilà, je veux dire, une étude de marché, vous connaissez votre bassin sur lequel vous intervenez ou vos bassins. L'idée, c'est de voir comment je peux enrichir justement mon offre de formation. Alors, définir des objectifs pédagogiques déjà qui sont clairs. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Au niveau de mes ressources aussi, qui peut être moteur pour faire de la visio? Qui peut voilà, initier les choses ne se font assez rarement, et par rapport à tout ce que j'ai pu observer des très nombreux organismes de formation que j'ai eu la chance d'auditer, que de changer ces pratiques, c'est assez compliqué au final. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir définir ces objectifs clairs, mes forces, mes faiblesses en interne, et puis par rapport à mes opportunités, et puis mes menaces, la concurrence. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va prendre la place. La nature n'aime pas le vide. Donc ça, c'est important. Ce qui va être important aussi, c'est de mettre en place un accompagnement humain. Alors, vos collègues, bien évidemment, évaluer le besoin en formation en cas de besoin. Mais l'accompagnement humain au niveau des apprenants va être important. On sait que le distanciel, voilà, on n'a jamais la même approche en distanciel qu'en face à face, ne serait-ce que la gestuelle, les comportements non verbaux peuvent déceler des difficultés d'un apprenant. Donc, il faut mettre en place des outils, un accompagnement spécifique. On répond aussi à un critère Calliope, mais voilà, il faut imaginer des manières de faire. Ça, c'est important. Il ne faut pas hésiter à faire du webinaire, à impliquer l'apprenant. Voilà, toujours avoir une bonne dynamique, en tout cas dans le processus de formation. Il faut que vous sélectionnez et que vous puissiez sélectionner vos bons outils digitaux. Je parlais tout à l'heure de Parcourou, alors vous regarderez sur Internet, je ne vends pas cette solution-là, mais c'est pour vous donner une idée que du micro-learning, vous pouvez déjà en mettre en place sur des petites séquences, en intégrant justement des contenus que vous allez créer vous-même et venir les articuler pour qu'il y ait une progression pédagogique dans une séquence, par exemple. Mais vous pouvez aussi envisager d'utiliser une plateforme e-learning, ce qu'on appelle un LMS, qui va vous permettre d'avoir une gestion administrative, des accès, des fonctions planning, etc., mais aussi donner la possibilité à l'apprenant d'accéder, quand il le souhaite, à ces contenus, de pouvoir retravailler des contenus, de pouvoir s'auto-évaluer, faire des quiz, faire des cas pratiques, demander à un formateur. Donc, nous, notre plateforme NELAP intègre une messagerie instantanée, ce qui permet des échanges avec des formateurs à distance qui va pouvoir réceptionner les travaux des apprenants. Ça évite de passer par des boîtes mail, de perdre des informations, etc. Je pensais au côté administratif aussi. Notre solution permet l'émargement en ligne, de travailler sur un planning, donc sur une programmation. Donc voilà, ça c'est des outils qui vont favoriser justement les organismes de formation à pouvoir se concentrer ensuite sur un accompagnement avec des contenus que la plateforme, enfin voilà, les organismes peuvent créer sur notre plateforme par eux-mêmes, ou bien disposer de contenus pédagogiques, donc de formation complète, que nous pouvons mettre à disposition. Donc c'est important de sélectionner les bons outils, les outils d'évaluation, les outils formatifs, les outils de mise en cas pratique, etc., en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça, c'est important. Former les formateurs, qui eux vont aussi prêcher la bonne parole avec ces nouveaux outils auprès des apprenants. Impliquer vos formateurs, c'est automatiquement impliquer les apprenants d'un organisme de formation. Donc, il faut vraiment voilà, poser les choses, bien le réfléchir en amont, puis ensuite mettre en place justement toutes ces nouvelles actions, on va dire. Et puis, commencer par mixer vos modalités.
Voilà, ça peut être très simple, hein. Je sais qu'il va y avoir une grève. C'est ce que, il paraît que ça arrive de temps en temps dans notre pays. Voilà, ça peut être une grève des transports, ça peut être, bon, bref, il peut y avoir, je veux pas parler de la crise sanitaire, mais voilà, on peut être confronté à des moments de difficulté et puis se dire, ben tiens, même un formateur qui est absent, comment je peux faire? Je ne peux pas le remplacer. Ben tiens, si j'envisageais quelque chose en autonomie. Et dans ce cas-là, bon, on commence alors on continue à proposer, on fait du présentiel à 90%, mais sur des cours qui sont ciblés, qui peuvent être des cours transverses, qui peuvent être voilà, des cours qui sont plus facilement accessibles à tout type d'apprenants, et ben dans ce cas-là, on va les faire travailler en autonomie ou initier un petit peu plus la visio, par exemple, si un organisme de formation n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et puis, voilà, un des conseils que je pourrais donner, c'est de rester vigilant, bien sûr, quant aux formateurs s'ils ne se retrouvent pas en difficulté, parce que ça, c'est important. Un formateur qui se retrouve en difficulté va potentiellement mettre en difficulté aussi, voilà, sans vouloir, mais voilà, ses apprenants. Donc, il faut être vigilant et bien mettre en place des, pas des process, moi j'aime pas bien les process, mais en tout cas une méthodologie, comment faire pour bien proposer et diversifier son offre. Voilà, j'espère que j'ai fait un tour assez rapide. Tu as même pris un petit peu d'avance, justement, parler des outils. Avant ça, je vais juste répondre à la question de Guillaume. Le nom de notre logiciel, nous, c'est Nelapp. ne2ladep.com. Je pense que vous allez retrouver les coordonnées. Je pense qu'on le retrouve sur. Exactement. Vous retrouverez les coordonnées à la fin. Et puis, logiquement, si vous scrollez un petit peu vers le bas, vous avez notre vidéo de présentation, le lien vers le site web. Normalement, vous avez tout. Tout à fait. On va poursuivre de manière assez rapide, si on peut avoir le temps d'avoir quelques petites questions, Rémi, sur les outils et les méthodes pour organiser des parcours flexibles et engageants. Bon, c'est vrai que j'ai déjà énuméré un certain nombre de points parce que vous l'avez compris, hein, vous connaissez votre activité d'un centre de formation, ce que vous faites en présentiel. Bon, franchement, c'est la même chose hein, quand on veut faire du blended learning. Voilà, une modalité un peu hybride. Déjà disposer, et j'allais dire maîtriser, déjà à la base, les bons outils. Alors, avoir un drive, certains d'entre vous ont déjà des drives, que ce soit du Teams, enfin du Microsoft, du Google ou autre solution. C'est des outils, privilégier les outils collaboratifs. Des gens en interne, entre vous, parce que les formateurs et dans les équipes, on a besoin de communiquer, de partager très rapidement des documents, mais aussi les ressources pédagogiques avec les apprenants, les feedbacks, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, il peut y avoir des outils comme Trello. Alors Trello, on n'est plus sur du diagramme de Gantt, on est sur la gestion des tâches. Donc là, c'est plutôt pour vous en interne. En tout cas, essayez de trouver vraiment les outils qui vont permettre de favoriser le travail en équipe, que ce soit avec les apprenants ou que ce soit en interne. Les outils de communication, on en parle assez rarement. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que nous avions intégré un outil de messagerie instantanée, nous, sur notre plateforme. Auparavant, nous, on travaillait avec Slack. Certains d'entre vous travaillent avec WhatsApp. Voilà, des solutions gratuites, en tout cas assez peu onéreuses. Voilà, essayez de mettre en place aussi ces outils de communication. Parce que le distanciel fait que je n'arrive pas à me communiquer, à me connecter à la webcam de mon formateur. Voilà, je peux envoyer un Slack, le formateur va être notifié tout de suite. Et on peut mettre en place des actions, justement, qui va faire qu'on va vite trouver une solution pour cet apprenant spécifiquement. Les contenus, les rendre actifs, interactifs, autant pour moi. Alors, je vais peut-être vous parler chinois en vous parlant de H5P. Alors, H5P, en fait, c'est des solutions qui sont gratuites. Hein, vous pouvez vous renseigner qui génèrent des pages web et qui permet, par exemple, à un apprenant de répondre vous pouvez créer des quiz interactifs en cliquant. Quand il clique au bon endroit, ça passe à la diapo suivante, ça les félicite. On trouve exactement ces mêmes fonctionnalités avec Genially. Avec Canva, on est très limité, mais il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Donc Genially, je pense que ça doit Genia2Ly. Voilà, si vous voulez faire une recherche, voilà, c'est un Canva plus, on va dire, qui va vraiment permettre de créer de la gamification aussi, donc des mini parcours en gamification pour des séances.
ou des séquences. Bon, bref, voilà. N'hésitez pas à créer des outils interactifs. L'apprenant, il ne faut pas qu'il se mette en mode popcorn et subir un cours. L'idée, c'est de le rendre proactif. Donc, tous les outils numérisés, faites en sorte à ce que ça les incite à avoir des actions, voilà, mener des actions et qu'ils ne soient pas en mode je subis mon cours. Les méthodes pédagogiques, alors, pour de la visio, par exemple, vous pouvez utiliser des méthodes de classe inversée, par exemple. Les notions théoriques, elles viennent après. Voilà, on peut les faire travailler justement l'apprentissage par la mise en application avec des bonnes consignes. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et lorsqu'on est à distance, ça favorise l'engagement de l'apprenant. Essayez d'imaginer des scénarios immersifs, ça c'est important. Moi, je me suis rendu compte que quand on avait des contenus qui étaient trop théoriques, ça parle pas. Et je reconnais qu'à moi, ça me parle pas. Et j'aime bien être immergé justement dans un univers d'entreprise où là, voilà, j'ai l'impression d'être impliqué dans cette entreprise qui n'existe pas. Et quand on me donne des consignes de travail, ça me motive en tout cas à réaliser mes travaux. Voilà. Alors, vous pouvez tester aussi la gamification. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être Kahoot ou Quizzes. Alors, c'est ce qui permet de faire des quiz interactifs, voilà, avec du scoring, etc., qui a gagné, qui est là, sur la première place du podium. Ça marche avec certains publics, ça marche moins bien avec d'autres. Faut tester, faut voir. Mais c'est intéressant. Faut pas hésiter aussi à utiliser des outils qui débloquent des badges. Voilà, ces badges, c'est valorisant pour un apprenant. Je passe des étapes et je suis badgé à chaque fois. Donc, surtout sur des parcours de formation qui sont longs, on ne voit pas l'échéance. Et donc, ça permet voilà, d'avoir des badges en attendant d'avoir des évaluations en cours de formation ou de passer un examen. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme outil On nous demande comment s'écrit Kahoot. Kahoot, K-A-H-O-U-T, et ça doit être .it. Si vous regardez, je crois qu'ils sont hébergés en Italie. Alors, un accès gratuit. Alors, prenez des accès enseignants pour Geniali aussi, parce que ça évite d'être sollicité à acheter le premium, déjà d'une part. Et puis, si vous prenez du premium, ça coûte vachement moins cher. Voilà. Donc, ça, c'est pour Kahoot ainsi que pour Geniali, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Et pour Slack, on nous demande ce que fait Slack. Slack, c'est une messagerie, un outil de messagerie un petit peu comme WhatsApp. Ouais, tout à fait. Pour communiquer rapidement. Alors, Slack, c'est un outil qui est utilisé chez Michelin, les grosses boîtes, mais dans les petites structures aussi. Alors, imaginez, c'est une sorte de WhatsApp. Allez, si vous avez, pour les plus anciens d'entre vous, je vais parler du Messenger de chez Facebook, mais imaginez que dans le Messenger, vous allez créer en fait des canaux de discussion qui peuvent être privés, donc ouverts à tous les apprenants, ou qui peuvent être fermés spécifiquement à certains apprenants, qui permet de faire du message instantané en privé d'un apprenant à un formateur, par exemple, mais aussi un formateur de s'exprimer dans des canaux généraux. Voilà, c'est en gros le principe qu'on a reproduit nous sur la plateforme. Exactement, c'est ce qu'on fait sur notre plateforme Nelap. Voilà, je vois Kahoot. Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est pas 2 O, c'est O-U-T. Voilà. On demande quels sont les outils gérant les badges, s'il vous plaît. Alors, les outils gérant les badges, alors c'est forcément, alors le Geniali permet de délivrer un badge, mais par contre, ce badge est éphémère. Voilà, par exemple, à l'issue d'un quiz. L'obtention d'un badge, en général, c'est géré sur des plateformes LMS. La plupart du temps, ou alors sur les solutions qui sont gratuites. Je pensais à Parcourou tout à l'heure, il va falloir venir greffer des plugins. Certains sont gratuits, certains sont payants. Il arrivera de toute façon un moment, quand vous allez passer un certain nombre de stades, vous allez être malheureusement confronté à des solutions payantes. Là, c'est là où j'aurais tendance à donner un conseil. Alors, je ne prêche pas pour Nelap, même si je suis un prêcheur convaincu, mais voilà, par rapport, budgétisez bien ce que vous souhaitez utiliser comme outil, identifiez bien vos besoins, ce que vous voulez faire. Bon, que ce soit nous ou que ce soit d'autres plateformes, en tout cas, faites bien cette démarche.
Voilà, nous sur la plateforme, on a voilà, il y a des badges et j'ai atteint un certain nombre de badges. En fait, c'est tous les QCM que j'ai validés me permettent d'obtenir un certain nombre de badges. Donc ça, voilà, avec des badges de couleur, etc., etc. Donc ça, toujours visuellement pour un apprenant et sur une plateforme quand il est en autonomie, ouais, j'ai passé un stade supérieur. Et voilà, les feedbacks font que c'est encourageant pour l'apprenant. Et puis on sait pertinemment, vous l'avez vécu, on l'a tous vécu, j'allais dire des moments de solitude quand on était en situation sanitaire ou à d'autres moments de notre vie. Ben voilà, le petit badge, eh ben, c'est quand même le petit plus qui fait chaud au cœur et qui donne envie d'aller de l'avant. Voilà, ça c'est important. Attention au suivi, à l'accompagnement, encore une fois, si vous n'avez pas d'outils, je parle de plateforme ou de logiciels de gestion, je pense à Ipareo, Dandreo, je pense à des Digiforma, bref, il y en a une foultitude sur le marché. Voilà, il faut vraiment, voilà, Calliope, mettre en place cet accompagnement et maintenir ce dynamisme. Et puis les petits webinaires engageants que vous pouvez proposer à vos apprenants. Et puis le dernier point que je voulais vous mentionner, c'est n'hésitez pas à tester et à ajuster. Voilà, je vais encore donner un terme anglais, mais test and learn, c'est vachement bien parce que à trop se poser de questions, on n'avance pas. Parfois, il faut savoir tester. Un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec Kahoot, ça fonctionne avec certains publics, ça fonctionne pas avec d'autres. Il faut vraiment essayer. Dans sa boîte à outils, un organisme de formation, un formateur va dégainer le bon outil avec son beau public au bon moment. Donc, il ne faut pas hésiter à tester des solutions et à réajuster et à vous adapter aussi. L'adaptation, elle se fait dans tous les sens. Et je crois que j'ai fini. C'est déjà pas mal. Alors, on a une dernière petite question. Quel est l'intérêt de créer un Slack si on utilise déjà WhatsApp? Alors, la plus-value de Slack par rapport à WhatsApp, alors moi je maîtrise pas trop WhatsApp parce que je m'en sers à titre privé, mais pas. Voilà, Slack va permettre de créer des groupes en fait. Je vais créer un canal. Imaginez par exemple, vous êtes un organisme de formation, vous proposez des titres professionnels. Un titre professionnel commerce et un titre professionnel secrétariat. Je le fais de manière très généraliste. Mais vous pouvez créer un canal privé où vous allez mettre tous vos apprenants secrétaires, un canal privé où vous allez mettre tous vos apprenants commerce. Du coup, le formateur va pouvoir partager des informations communes à ce groupe qui ne seront pas partagées avec l'autre groupe de secrétariat. Mais par contre, on peut envisager aussi des canaux publics. Alors, je ne sais pas si WhatsApp le fait. Slack le permet et du coup permet d'avoir une gestion des accès des apprenants. Est-ce qu'ils ont le droit d'écrire lecture, écriture, réaction, etc. Ça vous permet aussi de gérer les flux d'informations. Je pense qu'avec WhatsApp, quand vous êtes notifié que vous avez 50 messages, voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir gérer les flux et d'être efficace justement c'est l'accompagnement de l'apprenant de toute façon. Donc pouvoir gérer justement et traiter tous ces flux d'informations, c'est important pour vous. Il n'y a pas de meilleurs ou de moins bons outils. Je pense que si WhatsApp il vous convient, continuez là-dessus. Je pense que Slack va un petit peu plus loin. Voilà. D'autant plus que Slack a des connecteurs logiques avec les outils Microsoft et les outils Google, donc ça permet de partager des drives beaucoup plus facilement et d'aller un petit peu plus loin dans les outils collaboratifs, ce que ne va pas faire WhatsApp. Voilà, je vous ai donné à peu près les avantages, les inconvénients, j'espère. On a quand même déjà bien débordé, on ne va pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, merci à tous pour votre participation dans le chat. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous pouvez nous contacter directement soit sur notre site internet about.nelab.com. Je vous mets la petite slide avec toutes les informations. Vous pouvez nous appeler, nous contacter sur LinkedIn. Vous avez nos réseaux aussi qui sont logiquement quand vous scrollez. N'hésitez pas à prendre contact avec nous aussi. On propose une plateforme qui est quand même bien complète et on a beaucoup de choses à montrer. Et puis on peut vous conseiller sur votre choix aussi, en tout cas pour le choix de venir sur NELAP, en tout cas, exactement. Bien évidemment, et je me ferai un plaisir de vous faire une démonstration